À l'automne 1943, la guerre entrait dans sa 5e année et le commandement allemand commença à regarder avec inquiétude la côte occidentale de l'Europe, car même si le poids principal des combats se situait à l'est, en Italie ou dans le ciel des villes du Reich, il était évident que les Alliés prépareraient tôt ou tard un débarquement en France. La question était de savoir quand et où il aurait lieu, et quelle était la capacité réelle d'y résister avec les forces qui restaient disponibles. Le maréchal Gerd von Rundstedt avait été reconduit au poste de commandant en chef du front occidental, poste qu'il occupait les années précédentes. Depuis son quartier général parisien, il insistait sur l'insuffisance des défenses côtières. Des rapports internes indiquaient une lente progression des travaux, une pénurie de ciment, d'acier et de bois, et que nombre des divisions stationnées en France n'étaient que des unités de repos avant leur retour en Russie, ce qui réduisait leur valeur réelle en tant que troupes de combat. Lors de plusieurs réunions au Berghof, il fit part directement de ses préoccupations à Hitler, qui écouta froidement et détourna toujours l'attention vers le front oriental, convaincu que le sort de la guerre s'y jouait, tandis qu'il ne considérait l'Ouest que comme un théâtre secondaire. Les tensions devinrent plus vives au printemps 1943 lorsque Rundstedt apporta à Hitler un rapport détaillé sur l'état des fortifications, la répartition des divisions et la qualité des troupes, espérant que cette évaluation forcerait un renfort à l'Ouest. Cependant, Hitler répondit que l'Angleterre était un front gelé et que les ressources ne pouvaient être détournées de l'Est, où une offensive avec des milliers de chars devait être préparée. Fort de cette réponse, Rundstedt rentra à Paris frustré, convaincu qu'au moment décisif, il serait tenu pour responsable de l'échec. En décembre de la même année, suite à la directive 40, la construction du mur de l'Atlantique reprit avec une intensité accrue. Cette ligne de défense côtière s'étendait de la Norvège au Pays basque. La propagande la présentait comme un mur infranchissable, mais il s'agissait en réalité d'une chaîne discontinue de positions incomplètes. On y trouvait des bunkers d'artillerie en béton, des nids de mitrailleuses, des fossés anti-chars et des champs de mines, mais la plupart étaient en cours de construction ou construits avec des matériaux de qualité inférieure. Les rapports d'ingénierie indiquaient que de nombreux sites pourraient difficilement résister à un bombardement naval, mais Hitler ordonna que plusieurs ports soient déclarés forteresses, appelées Festungen, qui devaient tenir jusqu'au dernier homme, même encerclés. Au même moment, un nouveau protagoniste arrivait à l'ouest, le maréchal Erwin Rommel, qui, après son expérience en Afrique, avait été nommé commandant du groupe d'armée B, responsable d'une grande partie de la côte française. Rommel parcourait des centaines de kilomètres dans sa voiture officielle, inspectant plages, falaises, routes et villages, signalant les points faibles et ordonnant la pose d'obstacles de sable, de pieux en acier, de hérissons tchèques, de charges explosives et de mines de toutes sortes. Il se levait à l'aube, prenait un petit déjeuner rapide avec son chef d'état-major, Hans Speidel, et se mettait immédiatement en route pour superviser les travaux, convaincu que la seule option était d'arrêter les Alliés au bord de la mer, car s'ils parvenaient à pénétrer à l'intérieur des terres, la supériorité aérienne alliée empêcherait toute contre-attaque des réserves blindées. La vision de Rommel s'opposait à celle de Rundstedt, qui préférait garder les divisions blindées à l'arrière pour les lancer brusquement lorsque le point d'attaque principal était identifié, l'invasion. Ce conflit reflétait un problème plus profond, la confusion dans la chaîne de commandement. Bien que Rundstedt fût le commandant suprême du front occidental, Hitler conservait le contrôle direct des divisions blindées de réserve, ce qui signifiait en pratique qu'aucune ne pouvait se déplacer sans son autorisation personnelle. Pendant ce temps, dans l'entourage d'Hitler, la vie semblait suivre une étrange normalité. Début juin 1944, à sa résidence de Berchtesgaden, il assista au mariage de Gretel Braun, la sœur d'Eva Braun, avec un officier SS au milieu d'une fête agrémentée de musique et de champagne. Le soir même, Martin Bormann fut ivre au point de perdre connaissance et Hitler lui-même, vêtu de son uniforme gris, se retira tôt, convaincu que l'invasion alliée serait facilement contenue par le mur de l'Atlantique. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, répétait à plusieurs reprises dans ses discours que les Britanniques et les Américains n'oseraient jamais traverser la Manche, insistant sur la phrase « Ils disent qu'ils viendront, pourquoi ne le font-ils pas ?» Pour Hitler, si le débarquement était repoussé, les alliés occidentaux abandonneraient la guerre et le Reich pourrait se concentrer entièrement sur la défaite de l'Union soviétique. Sur le terrain, cependant,
Les commandants étaient plus pessimistes. Rundstedt rappela la maxime de Frédéric le Grand. Qui cherche à tout défendre ne défend rien, et critiquait les milliers de soldats immobilisés en Norvège ou dispersés dans des garnisons portuaires, incapables de manœuvrer, affaiblissant les défenses mobiles de l'intérieur. Il estimait que dans le seul nord de la France, 120 000 hommes étaient bloqués dans des positions fixes, indéplaçables si la situation l'exigeait. Les inspections de Rommel révélèrent la même chose, des bunkers inachevés, des positions d'artillerie manquant de munitions, des barbelés rouillés, des troupes mal entraînées et une Luftwaffe incapable de sécuriser le ciel. C'est pourquoi il insista pour poser des mines sur les plages et parsemer d'obstacles les champs environnants, car chaque mètre de côte serait transformé en enfer pour les envahisseurs. Selon lui, la bataille se jouerait dans les 6 premières heures du débarquement. Malgré ces avertissements, Hitler maintint son système de Festungen et ses réserves centralisées. Dans ses ordres écrits, il interdisait la retraite et stipulait que les places fortes devaient tenir jusqu'au dernier round, afin de stopper l'avancée alliée et de gagner du temps, même au prix de milliers de pertes. Les généraux estimaient que cette stratégie immobilisait leurs forces et contredisait les principes de manœuvre que l'état-major allemand avait toujours pratiqués. Durant les mois de mars, avril et mai 1944, Rommel intensifia ses tournées d'inspection. Il visita des secteurs comme Calais, la Normandie et la Bretagne, s'entretint avec des officiers et des sous-officiers, exigea le creusement de tranchées, la construction d'abris camouflés et l'installation de canons anti-chars aux sorties des plages. Il exerça souvent une pression sur les unités de travail composées de prisonniers français ou de personnel réquisitionné, faute de temps et de ressources. Dans la documentation interne de l'OKW, les rapports de von Rundstedt et de Bodo Zimmermann, son officier des opérations, mettaient en garde contre la faiblesse du système et affirmaient que les Alliés accumulaient des forces sans précédent en Angleterre. Pourtant, Hitler continuait espérant que l'offensive principale passerait par Calais et que les défenses improvisées de la Normandie seraient suffisantes pour contenir une attaque secondaire. Au printemps 1944, les rapports de renseignement indiquaient clairement que les Alliés avaient constitué une importante flotte de débarquement en Angleterre, avec des milliers de navires, d'avions et de divisions prêts à traverser la Manche. Cependant, la confusion persistait au quartier général allemand quant au lieu exact du débarquement, Hitler étant convaincu que l'objectif principal serait le passage le plus court, le détroit de Calais, tandis que certains officiers, comme Rommel, notaient que la Normandie offrait de vastes plages accessibles pouvant être ciblées. Après des mois d'inspection, le maréchal Rommel avait conclu que si les Alliés parvenaient à établir une tête de pont, il serait impossible de les déloger, leur supériorité aérienne empêchant le mouvement des réserves pendant la journée. Il préconisait donc une confrontation avec l'invasion sur le sable, avec des positions de tir directes sur le rivage, des obstacles immergés qui détruiraient les bateaux et des champs de mines qui multiplieraient les pertes avant que les premiers hommes ne puissent s'organiser. Son obsession était de transformer chaque kilomètre de plage en piège mortel. Le contraste était saisissant avec Rundstedt, qui préférait laisser les divisions blindées à quelques kilomètres en arrière et lancer une contre-attaque massive dès que l'ennemi aurait révélé son principal point de débarquement. Cette divergence d'opinion dégénéra en conflit ouvert entre les deux maréchaux, aucun des deux ne parvenant à convaincre le Führer, qui conservait le contrôle personnel des unités blindées. Conséquence pratique, le jour venu, aucun général ne pouvait déplacer le moindre char sans l'autorisation de Berlin. La chaîne de commandement à l'ouest était ainsi divisée en 3 niveaux. Rundstedt comme commandant suprême, Rommel à la tête du groupe d'armée B et Hitler lui-même décidant des réserves. De plus, la présence d'unités SS, Luftwaffe et Kriegsmarine compliquait encore les choses, chaque branche obéissant à son propre système d'ordre et ne collaborant pas toujours avec l'armée. Des documents internes d'avril et mai de cette année-là font état de plaintes constantes concernant le manque de matériaux de base. Les ingénieurs allemands rapportaient que de nombreux bunkers manquaient de portes blindées, que des canons étaient installés dans des positions improvisées et qu'une pénurie de béton empêchait la construction de tous les bunkers. Dans plusieurs secteurs de Normandie, il n'y avait que des barbelés et des tranchées peu profondes, tandis que les officiers locaux réclamèrent davantage de mines et d'artillerie. Rommel tente de compenser ces lacunes par son ingéniosité.
Il ordonna que des pieux en bois chargés d'explosifs soient placés sur les plages pour détruire les péniches de débarquement, installa des hérissons tchèques faits de poutres d'acier et supervisa la construction d'abris camouflés pour l'infanterie. Il insista également pour que les divisions stationnées s'entraînent à tirer directement sur les navires dès leur apparition à l'horizon. Le journal des opérations de Rommel contient des déclarations selon lesquelles les premières heures seraient décisives, que tout se jouerait dans ce laps de temps limité. Pour lui, si les Alliés parvenaient à pénétrer au-delà du désert, la bataille serait perdue. Rundstedt, quant à lui, il répétait que la dispersion des forces sur chaque plage affaiblissait la capacité de réaction et que l'armée allemande avait toujours gagné grâce à sa mobilité et non en restant statique. Hitler resta ferme sur sa position. Il proclama plusieurs villes forteresses, dont Cherbourg, Brest et Bordeaux, et interdit à leur garnison de se retirer, même isolée. Il ordonna également le non-transfert des troupes des îles anglo-normandes, convaincu que les Britanniques chercheraient à les reprendre plutôt qu'à attaquer une autre partie de la France. Cette décision immobilisa des dizaines de milliers d'hommes qui auraient renforcé la Normandie. Durant les semaines précédant le débarquement, les soldats allemands stationnés sur la côte vivaient dans des conditions inégales. Certaines unités disposaient de bunkers solides et de munitions abondantes, tandis que d'autres occupaient des positions ouvertes avec des armes obsolètes. En Normandie, la célèbre 352e division, qui allait finalement affronter les Américains à Omaha, avait été envoyée de l'intérieur pour renforcer les défenses côtières, bien que nombre de ces recrues soient des jeunes hommes inexpérimentés ou des soldats se remettant de blessures. La Luftwaffe pouvait difficilement garantir des vols de reconnaissance, la domination aérienne alliée étant quasi absolue. Chaque décollage d'un avion allemand risquait d'être intercepté par les chasseurs alliés. Il en était de même pour les déplacements des véhicules. Le jour, les convois étaient bombardés par des chasseurs bombardiers, les obligeant à ne se déplacer que la nuit et à cacher camions et chars sous les arbres. En mai, Rommel visita à nouveau les positions normandes. À Colville-sur-Mer, il remarqua la similitude de la plage avec celle de Salerne, en Italie, où les Alliés avaient débarqué quelques mois plus tôt, et déclara à ses officiers que ce secteur serait décisif pour le sort de l'Europe. Fort de ce constat, il renforça le déploiement de mines, de canons et de nids de résistance. Des témoignages de simples soldats recueillis des années plus tard ont confirmé que nombre d'entre eux étaient des blessés lors d'autres campagnes ou des vétérans aux capacités physiques réduites, affectés aux murs de l'Atlantique pour pouvoir servir à des postes fixes. Certains étaient reconnaissants de ne pas avoir été envoyés sur le front russe, même s'ils savaient que la menace d'invasion était imminente. Ils passaient leur journée à creuser des tranchées, à surveiller la mer et à écouter les rumeurs annonçant l'arrivée imminente d'une gigantesque armada ennemie. Le 3 juin, alors que Rommel était en Allemagne pour rendre visite à sa famille, le mariage de Gretel Braun avec un officier SS était célébré au Berghof. Hitler était l'hôte, et les festivités se poursuivirent avec musique et boissons, contrastant fortement avec la tension sur la côte. Bormann s'enivra, et Hitler lui-même quitta la ville plus tôt que prévu, confiant dans la résistance du mur de l'Atlantique. Les discours de Goebbels continuaient d'alimenter l'idée que l'Angleterre n'oserait pas franchir la frontière, mais le ton était plus sombre parmi les rangs intermédiaires de l'armée. Le sentiment général était que l'invasion était imminente et que le succès... Le soir du 5 juin, alors que la tempête laissait penser à de nombreux responsables qu'il n'y avait pas, le débarquement allait avoir lieu immédiatement, les garnisons demeuraient à leur position, certaines détendues, d'autres tendues. Les sentinelles observaient un horizon sombre, ignorant que dans quelques heures, elles verraient apparaître la plus grande flotte de l'histoire. Les généraux allemands débattaient encore du lieu exact. Hitler se coucha tard, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une manœuvre de diversion et que la véritable attaque aurait lieu à Calais. Rundstedt attendait avec incertitude des nouvelles de son poste de commandement, tandis que Rommel, parti en Allemagne, n'était pas présent au front à ces heures décisives. Aux premières heures du 6 juin, les premiers rapports commencèrent à arriver, faisant état de bombardements intenses en Normandie. Au début, on doutait qu'il s'agisse d'une attaque limitée ou d'une invasion majeure, mais l'ampleur du mouvement allié dissipa rapidement toute incertitude. Les téléphones et les radios du quartier général se mirent à sonner sans relâche et, en quelques minutes, le système d'alarme fut activé sur toute la côte.
Les hommes des divisions stationnées en Normandie se précipitèrent vers leur position de combat, ajustant leurs casques et leurs armes, tandis que le ciel résonnait du vrombissement de milliers d'avions et que la mer se remplissait des ombres des navires, avançant lentement vers le rivage. Pour beaucoup de ces soldats, le jour ne faisait que commencer, et il marquerait le début de la fin de la domination allemande en Europe occidentale. Rommel face à la mer, inspection et défense en Normandie. Fin janvier 1944, le maréchal Erwin Rommel visita la côte normande pour évaluer les préparatifs du débarquement. Cette partie du littoral était connue des Français sous le nom de côte de Nacre, en raison de ses plages de sable clair qui attiraient les visiteurs parisiens en été. La voiture de Rommel s'arrêta entre Colleville-sur-Mer et Vierville-sur-Mer, où il observa une bande de sable plate qui s'étendait sur plusieurs kilomètres, bordée de falaises à ses deux extrémités et parsemée de maisons le long du rivage. En voyant l'endroit, il le compara à Salerne, en Italie, où les Alliés avaient débarqué avec succès quelques mois plus tôt. Il dit à ses compagnons que ce secteur devait être protégé immédiatement, car le sort de l'Europe pouvait s'y jouer. La zone porterait plus tard le nom de code d'Omaha Beach et deviendrait le théâtre de la journée la plus sanglante pour les forces américaines. Les divisions allemandes défendant cette côte, notamment le 716 régiment d'infanterie et le 352, étaient incertaines de leur capacité à résister si l'offensive se concentrait là. Rommel comprit que les préparatifs étaient insuffisants et que le temps pressait. Le maréchal allemand, jusque-là surnommé le « renard du désert » pour ses campagnes en Afrique, avait changé sa vision de la guerre après avoir subi la supériorité aérienne ennemie sur ce continent. Il était convaincu que la même chose se produirait en France. Le ciel serait dominé par l'aviation alliée et toute tentative de déplacement de réserves en plein jour se terminerait par une destruction. C'est pourquoi il insista pour que chaque mètre de plage soit renforcé par des mines, des obstacles et des nids de résistance, car, selon lui, le débarquement devait être stoppé sur le rivage même. Pendant des semaines, Rommel effectua des voyages quotidiens à travers la Normandie, des secteurs occidentaux du Cotentin aux plages orientales. Il se levait tôt, prenait son petit déjeuner avec son chef d'état-major, Hans Speidel, puis montait dans sa voiture pour superviser les travaux, s'entretenir avec les ingénieurs, ordonner de nouvelles tranchées et contrôler la pose des mines. Il improvisait souvent des inspections inopinées, surpris par la lenteur des travaux ou le manque de matériaux. Il ordonna la pose de milliers d'obstacles dans le sable, depuis des pieux en bois chargés d'explosifs jusqu'à des structures d'acier appelées hérissons tchèques. Il fit également installer des charges sous-marines pour faire exploser les péniches de débarquement à marée haute. Il insista pour multiplier les champs de mines et positionner des canons antichars aux sorties de plage. Chaque détail lui semblait crucial car il concluait que tout serait résolu dans les premières heures et qu'au-delà, il n'y aurait plus aucune possibilité de réaction. La position de Rommel s'opposait à celle de Rundstedt, qui préférait maintenir les divisions blindées plus en retrait pour les lancer brusquement en contre-attaque. Ce désaccord était exacerbé par le fait que Hitler se réservait le droit d'autoriser tout mouvement de chars, ce qui signifiait en pratique que personne ne pouvait agir rapidement sans son ordre. Le débat ne fut jamais résolu et par conséquent, la défense fut divisée entre deux points de vue opposés, ce qui finit par immobiliser les ressources. Sur place, les officiers de la 352e division s'inquiétaient du fait que leurs troupes étaient en grande partie composées d'hommes jeunes et inexpérimentés, ou de soldats se remettant de blessures. Malgré cela, ils furent affectés à un secteur critique comprenant Omaha, où les positions d'artillerie sur les falaises et les bunkers étaient encore inachevées. Le manque de béton et d'acier rendait les travaux difficiles à terminer et, dans de nombreux cas, les canons n'étaient protégés que par des murs incomplets. Des témoignages recueillis ultérieurement par des journalistes allemands ont révélé que nombre des hommes envoyés au mur de l'Atlantique étaient des vétérans blessés ou des recrues sans entraînement adéquat. Cependant, occupant des positions statiques comme des bunkers ou des petits fortins, ils étaient considérés comme capables d'assurer la défense. Prenons l'exemple des Tobruk, ces petites casemates circulaires où un seul soldat manœuvrait une mitrailleuse depuis une étroite ouverture, soutenu par un camarade resté sous terre, prêt à le remplacer. Ces structures étaient disséminées le long des routes et autour des plages pour entraver l'avancée des parachutistes ou de l'infanterie.
Rommel constatait avec frustration que la Luftwaffe ne parvenait pas à sécuriser le ciel et que les convois de ravitaillement étaient constamment attaqués par des chasseurs bombardiers. Il recommanda donc de camoufler chaque véhicule, de ne les déplacer que de nuit et de dissimuler les dépôts de munitions sous les forêts. La pénurie de carburant constituait un autre problème. De nombreuses unités pouvaient à peine s'entraîner avec leurs chars et chaque litre devait être économisé pour le jour du débarquement. Lors de ces inspections, Rommel observa également les villes côtières où il ordonna le renforcement des maisons en béton et leur transformation en postes de tir. Certaines villas surplombant la mer furent transformées en forteresses avec toits en ciment, meurtrières et canons anti-chars, créant ainsi un réseau de résistance destiné à stopper toute avancée. Chaque pont et carrefour était surveillé, des charges explosives étant prêtes à exploser si les Alliés parvenaient à percer. Rommel lui-même critiquait les discours d'Hitler aux généraux, les qualifiant ironiquement de rayons de soleil incapables de résoudre les véritables problèmes. Pourtant, il ne cessa jamais de remplir sa mission et de rechercher des solutions pratiques. Dans les dernières semaines de mai, conscient de l'imminence d'une invasion, il redoubla la pression sur les ingénieurs et les troupes. Pendant ce temps, à Berlin, Hitler restait convaincu que le débarquement principal aurait lieu à Calais. Cette confiance le poussa à immobiliser des garnisons dans les îles anglo-normandes et à proclamer des villes comme Cherbourg et Brest-Forteresse prêtes à résister jusqu'au dernier coup. De telles décisions dispersaient les forces et limitaient la manœuvrabilité. Mais Hitler pensait qu'elles assuraient un contrôle absolu et empêchaient les replis non autorisés. Les rapports en provenance de l'Ouest étaient de plus en plus alarmants. Rundstedt insistait sur le manque de ressources et l'incapacité du front occidental à soutenir une invasion prolongée. Rommel soulignait que l'ennemi devait être stoppé sur la plage, sous peine de tout perdre. Hitler, cependant, maintenait ses priorités à l'Est, convaincu que la bataille décisive se déroulait là. Dans ce climat de désaccord et de pénurie, les soldats stationnés en Normandie continuèrent à creuser des tranchées, à poser des mines et à surveiller la mer. Certains le firent avec résignation, d'autres avec l'espoir que l'invasion soit retardée, mais tous savaient que tôt ou tard, ils devraient y faire face. En mai 1944, à l'approche de la date du débarquement, Rommel intensifia encore ses patrouilles côtières. Chaque visite soulignait les points faibles, demandait davantage de mines, d'obstacles et d'armes, même s'il savait que l'industrie allemande ne pouvait répondre à tous ses besoins. Les ingénieurs militaires signalèrent que la quantité de béton envoyée était insuffisante et que de nombreuses positions restaient à moitié construites, laissant la ligne défensive exposée. Malgré les limitations, Rommel ordonna que chaque étendue de plage soit semée d'obstacles. Des rondins de bois inclinés vers la mer furent posés, leurs extrémités étant minées afin de détruire les péniches de débarquement à marée haute. Des croix de fer et des blocs de béton furent également installés, formant un labyrinthe qui obligerait les navires à ralentir et les troupes à avancer sous le feu ennemi. Chaque sortie de route menant à l'intérieur des terres était équipée de canons anti-chars et de nids de mitrailleuses. Les rapports des unités locales décrivent des soldats passant des journées entières à transporter des sacs de sable, à poser des barbelés et à creuser des abris. Nombre d'entre eux étaient des hommes en convalescence ou peu entraînés, affectés là car ces positions statiques exigeaient moins d'efforts physiques que sur le front de l'Est. Cependant, Rommel ne les considérait pas comme inutiles, car dans ses plans, chaque bunker et chaque tranchée devait jouer un rôle sur la ligne de front. Le maréchal voyait clairement que la domination aérienne alliée serait totale. Lors de ses conversations avec les officiers, il répétait à plusieurs reprises que les chasseurs bombardiers empêcheraient tout mouvement pendant la journée, piégeant ainsi les réserves. C'est pourquoi il insista pour que les divisions d'infanterie côtière portent le coup initial. Il utilisa la formule suivante: la bataille déciderait dans les premières heures avant que l'ennemi ne parvienne à se consolider. L'opposition de Rundstedt persistait. Depuis son quartier général parisien, le maréchal Chevronnet affirmait que l'histoire de l'armée allemande démontrait que la victoire s'obtenait par la mobilité et non par la rigidité. Pour lui, concentrer les forces sur le littoral signifiait perdre la capacité de contre-attaquer de manière décisive. Il proposa de maintenir les divisions blindées à plusieurs kilomètres de la côte et de les lancer dans une attaque massive,
mais cette idée fut bloquée par l'intervention directe d'Hitler. Le Führer interdisait non seulement le retrait des troupes sans son ordre, mais se réservait également le droit de décider de l'utilisation des divisions blindées. Cette centralisation créa un système lent et bureaucratique qui paralysa de fait la réaction allemande. Au moment du débarquement, aucune de ces unités ne pouvait se déplacer sans autorisation personnelle, ce qui entraîna des heures de retard. Pendant ce temps, la propagande officielle présentait le mur de l'Atlantique comme une barrière infranchissable. Les actualités cinématographiques montraient des images de bunkers solides, d'artillerie sous casemate et de soldats préparés, alors que la réalité était bien différente. En Normandie, de nombreuses positions étaient improvisées, les pièces d'artillerie se trouvaient dans des abris incomplets et les réserves de munitions étaient limitées. Malgré cela, les civils français contraints de travailler sur le chantier confirmaient que le déploiement était impressionnant, compte tenu du nombre de mines et d'obstacles qui couvraient la côte. Des témoignages recueillis des années plus tard ont révélé que les soldats de ces garnisons vivaient dans un mélange de routine et d'anxiété. Des patrouilles surveillaient la côte la nuit, des sentinelles surveillaient le chenal depuis des tours improvisées et des sous-officiers organisaient des exercices de tir avec les armes disponibles. Nombre d'entre eux passaient leur temps à écrire des lettres, à bavarder ou à réparer des tranchées, sachant que le débarquement pouvait arriver à tout moment. Rommel insista pour une accélération. Dans un rapport, il expliqua qu'il souhaitait voir des milliers de mines posées chaque jour et que si l'ennemi débarquait, il trouverait un champ de mines si dense qu'il ne pourrait avancer. Il ordonna également le renforcement des villages côtiers, transformant maisons et fermes en points fortifiés. Chaque bâtiment devait servir à la fois de refuge et d'obstacle sur la route vers l'intérieur des terres. L'effort fut colossal, mais il ne parvint pas à transformer toute la côte en une ligne impénétrable. Certaines sections étaient bien défendues, avec de l'artillerie lourde et des bunkers en béton, tandis que d'autres étaient à peine couvertes de tranchées et de barbelés. La différence de préparation d'un point à l'autre était notable, créant des brèches que les Alliés pouvaient exploiter. Début juin, Rommel était convaincu de l'imminence d'une invasion. Cependant, une tempête dans la Manche lui fit croire que les Alliés retarderaient leur offensive, et il en profita pour se rendre en... Pendant ce temps, Hitler restait convaincu que l'attaque principale porterait sur Calais. Il maintint donc ses divisions immobilisées dans cette zone, persuadé que le débarquement en Normandie ne serait qu'une manœuvre de tromperie ou de manœuvre secondaire. Cette conviction s'avéra décisive, car elle imposait aux forces en Normandie d'affronter le débarquement avec des ressources limitées. À la veille de l'invasion, les garnisons côtières poursuivaient leur routine. Certains officiers organisaient des dîners dans les villages voisins, d'autres effectuaient une dernière vérification de leur position. Personne ne se doutait que, quelques heures plus tard, la plus grande armada de l'histoire allait apparaître. Lorsque les premiers rapports arrivèrent à l'aube du 6 juin, les téléphones de la caserne de Rundstedt se mirent à sonner sans relâche et les défenses allemandes se mirent en état d'alerte. Sur les positions normandes, les soldats se précipitèrent vers leurs bunkers, ajustèrent leurs casques et préparèrent leurs armes. Devant eux, la mer était jonchée de navires, avançant lentement, accompagnés du vrombissement incessant des avions. Ce fut le début d'un affrontement qui allait mettre à l'épreuve tous les mois de travail de Rommel et de ses hommes, et démontrer la capacité réelle des défenses côtières à stopper l'ennemi sur terre. Le petit matin du 6 juin, confusion au sein du haut commandement. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, une tempête dans la Manche laissa de nombreux officiers allemands penser que le débarquement allié n'aurait pas lieu immédiatement. Les bulletins météorologiques annonçaient de fortes vagues et un ciel couvert, ce qui semblait exclure un débarquement de grande envergure. Par conséquent, plusieurs commandants autorisèrent leurs hommes à se reposer, certains officiers participèrent à des réunions sociales et même de courtes permissions furent prévues. Les opérations de routine se poursuivirent sans incident majeur, avec des patrouilles le long de la côte et des sentinelles en poste, mais sans la tension qu'aurait suscité la certitude d'une attaque imminente. Au même moment, Erwin Rommel était loin du front. Il s'était rendu en Allemagne pour rendre visite à sa femme et acheter des cadeaux d'anniversaire pour son fils, convaincu que le mauvais temps retarderait toute opération ennemie. À Paris, Rundstedt attendait des nouvelles de son quartier général. Mais rien ne laissait présager le début de l'offensive.
et à Berchtesgaden, Hitler s'était retiré pour se reposer après une journée chargée de réunions informelles, confiant que le débarquement principal passerait par Calais et non par la Normandie. L'aube apporta un changement soudain. Aux premières heures du 6 juin, d'intenses bombardements aériens et navals sur les défenses côtières normandes commencèrent. Les communications commencèrent à être brouillées par des rapports de parachutistes débarquant dans diverses zones, semant la confusion quant à savoir s'il s'agissait d'attaques réelles ou de simples opérations de diversion. Les opérateurs radio signalèrent des explosions, des tirs d'artillerie et des mouvements le long de la côte, tandis que des sentinelles avertissaient de la présence de navires approchant à l'horizon. En quelques minutes, les téléphones des postes de commandement allemands se mirent à sonner sans relâche. Le quartier général du groupe d'armée B recevait des rapports contradictoires. Certains parlaient de débarquements limités dans le Cotentin, d'autres d'attaques dans le Calvados, et d'autres encore affirmaient qu'il s'agissait d'une opération mineure. L'ampleur de la flotte alliée restait floue dans l'obscurité et les officiers se demandaient s'il s'agissait de l'offensive principale ou d'une tromperie. À Paris, Rundstedt demande immédiatement l'autorisation de mobiliser les divisions blindées en réserve. Ses conseillers lui rappelèrent que cette décision, la situation dépendait entièrement d'Hitler, ce qui signifiait qu'il fallait attendre le réveil du Führer. Les tentatives pour le joindre s'avérèrent vaines au petit matin, car il s'était couché tard, et personne n'osait le réveiller sans ordre exprès. Ce retard fit perdre un temps précieux. Pendant ce temps, dans les casernes normandes, les hommes des 352e et 716 divisions se précipitèrent en position. Les artilleurs ajustèrent leurs mires, les soldats chargèrent leurs fusils et les officiers examinèrent des cartes éclairées par des lampes de poche. Le grondement de la mer commença à être couvert par un grondement métallique. La flotte alliée, composée de milliers de navires, approchait lentement de la côte. Pour les soldats allemands stationnés dans les bunkers et les tranchées, le spectacle était saisissant. Un horizon jonché de silhouettes s'étendant à perte de vue. La confusion au sein du commandement contrastait avec l'immédiateté de la situation sur le terrain. Les artilleurs commencèrent à tirer dans l'ombre des navires, tandis que les parachutistes alliés continuaient de tomber à l'intérieur, certains déviés par le vent, augmentant la confusion allemande. Les messages parvenant au centre de commandement étaient chaotiques. Certains parlaient de centaines de parachutistes, d'autres de simples groupes isolés. Certains affirmaient que l'offensive était dirigée vers Cherbourg, d'autres que l'objectif était Caen. Aux premières heures du jour, les radars et les stations d'observation confirmèrent l'imposante flotte au large de la Normandie. Cependant, la méfiance suscitée par ces rapports fit naître à Berlin et au quartier général d'Hitler des spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'une manœuvre visant à détourner l'attention de Calais. Cette idée retarda encore davantage le largage des réserves blindées. Les soldats sur la côte n'avaient pas le temps pour de telles discussions. À Utah et à Omaha, sur Gold, Juno et Sword, les garnisons ouvrirent le feu sur les premières péniches de débarquement. Les plages s'illuminèrent d'explosions, de balles traçantes et de rafales de mitrailleuses. Dans certains secteurs, les bunkers résistèrent au bombardement naval. Dans d'autres, ils furent détruits en quelques minutes. Les officiers allemands survivants racontèrent plus tard que le sol tremblait comme lors d'un tremblement de terre et que les communications étaient constamment interrompues par les impacts. À Paris, Rundstedt insista une fois de plus sur la gravité de la situation et la nécessité d'une action immédiate. Ses commandants d'opération tentèrent de démêler l'avalanche de rapports, mais l'absence de ligne de commandement claire et l'attente des ordres de Berlin rendirent impossible une réponse coordonnée. Lorsque Hitler fut finalement informé au matin, il pensa que ce qui se passait en Normandie pouvait encore être une attaque secondaire et que le véritable débarquement aurait lieu à Calais. Cette interprétation paralysa les divisions blindées pendant les heures cruciales de l'aube. Pendant ce temps, les hommes de Rommel, privés de sa présence directe car le maréchal était resté en Allemagne, résistaient avec les moyens du bord. À Omaha, les canons de la 352e division tiraient sur les bateaux qui approchaient, tandis que les mitrailleuses balayaient la plage. À Utah, les défenseurs observaient les courants entraîner les Américains, leur donnant un premier avantage. À Sword et Juno, les bunkers répondaient aux tirs navals avec toute la puissance de leur puissance. Des témoignages de soldats, recueillis des années plus tard, témoignent de leur surprise face à l'ampleur de la flotte.
Nombre d'entre eux évoquent une mer jonchée de navires, des avions volant à basse altitude et le bruit incessant des explosions. Certains officiers d'artillerie tentent de garder leur calme et de donner des ordres clairs, mais les communications sont interrompues à plusieurs reprises, les obligeant à improviser. La chaîne de commandement allemande était tiraillée entre hésitation et lenteur. Rundstedt pressait la réaction. Hitler hésitait, Rommel était absent et les divisions blindées restaient immobiles, attendant les ordres. Ce manque de coordination permit aux Alliés d'avancer sur plusieurs points, malgré les pertes initiales. Lorsque Rommel fut informé de l'invasion de l'Allemagne, il tenta précipitamment de regagner son quartier général, mais le temps perdu était déjà irrécupérable. La bataille de Normandie faisait alors rage, et les défenseurs résistaient tant bien que mal, conscients d'une attaque bien plus importante qu'ils ne l'avaient imaginée. À mesure que la matinée du 6 juin avançait, l'ampleur de l'attaque alliée ne pouvait plus être dissimulée. Des rapports parvenant à Paris et Berlin confirmaient qu'une force massive avait débarqué en Normandie, appuyée par un nombre impressionnant de navires et d'avions. Les radars indiquaient un trafic maritime incessant traversant la Manche, et les observateurs décrivaient des plages jonchées d'hommes et de véhicules. Malgré ces preuves, le quartier général d'Hitler continuait de penser que le débarquement n'était qu'une attaque de diversion et que le véritable coup serait porté plus tard à Calais. Cette interprétation s'avéra fatale à la réaction allemande. Rundstedt demanda à nouveau instamment l'utilisation des divisions blindées, mais reçut la même réponse. La décision appartenait uniquement au Führer. Lorsque le mouvement fut finalement autorisé, les heures les plus critiques de la matinée étaient déjà passées et les Alliés avaient réussi à établir des têtes de pont dans plusieurs secteurs. En Normandie, les défenseurs continuèrent de tenir bon avec les moyens du bord. À Omaha, les canons de la 352e division continuèrent de tirer depuis les falaises, infligeant de lourdes pertes aux Américains qui tentaient de traverser les sables sous un feu constant. Cependant, les bombardements navals et aériens détruisirent position après position, et les communications entre les bunkers furent perturbées. Les soldats rapportèrent avoir été contraints d'improviser, courant entre des tranchées à moitié détruites et essayant de maintenir leurs mitrailleuses en état de marche, tandis que le sol tremblait sous l'impact. Dans l'Utah, le débarquement fut détourné de plusieurs kilomètres de son objectif par les courants. Cette déviation favorisa initialement les Allemands, leurs positions les plus solides étant hors d'atteinte, mais elle permit également aux Américains de progresser dans un secteur moins bien défendu. Les Allemands de cette zone étaient en infériorité numérique et incapables d'empêcher les envahisseurs de pénétrer plus profondément dans les terres. Dans les secteurs britanniques et canadiens, la situation était tout aussi chaotique. À Sword et Juno, les bunkers ouvrirent le feu sur les bateaux, mais le bombardement allié affaiblit rapidement les positions. À Gold, l'artillerie allemande parvint à couler plusieurs bateaux, malgré la pression ennemie trop forte. Les soldats allemands. Les survivants ont raconté plus tard qu'ils n'avaient jamais vu une attaque aussi coordonnée, avec des navires tirant depuis la mer, des avions larguant des bombes et des milliers d'hommes avançant en même temps. Pendant ce temps, le quartier général de Rundstedt à Paris s'efforçait d'organiser une riposte. Les officiers d'état-major débattaient de la manière de concentrer les forces, mais le manque de liberté de mouvement des réserves rendait toute tentative vaine. Lorsque l'ordre fut enfin donné de déplacer des divisions blindées, les convois qui tentèrent d'avancer furent attaqués sans relâche par l'aviation alliée, qui dominait totalement le ciel. Chars et camions furent détruits sur les routes et les ponts, retardant encore davantage toute contre-attaque. Rommel, apprenant l'invasion, rentra précipitamment d'Allemagne. Pendant le trajet, il observa, impuissant, des colonnes de fumée à l'horizon et entendit des rapports indiquant que les plages étaient déjà envahies par les troupes ennemies. Arrivé à son quartier général, il constata que la situation était critique et que les décisions avaient été prises trop tard. Sa conviction que tout se jouerait dans les premières heures se confirma, et ces heures étaient déjà perdues. Les témoignages des soldats ayant combattu sur les points de résistance illustrent le contraste entre la propagande du mur de l'Atlantique et la réalité. Nombre d'entre eux se souviennent que leurs bunkers ont été détruits en quelques minutes, que les canons ont été réduits au silence par les tirs navals et que l'artillerie n'a pu tirer que quelques obus avant d'être neutralisée. D'autres ont raconté leur surprise de voir les Alliés déployer des véhicules amphibies,
des sapeurs et du matériel spécialisé pour se frayer un chemin à travers les mines et les obstacles, une situation à laquelle ils n'étaient pas préparés. La confusion persistait au sein du haut commandement allemand. Hitler insistait sur le fait que Calais restait l'objectif principal et refusait tout transfert de force depuis ce secteur. Cette obstination maintint des dizaines de milliers de soldats bloqués dans un lieu où aucun débarquement n'aurait lieu, tandis que les défenseurs en Normandie étaient progressivement débordés. En milieu d'après-midi, les rapports étaient clairs. Les Alliés avaient consolidé leur position sur toutes les plages et débarquaient véhicules, artillerie et troupes fraîches. Les unités allemandes tentant de contre-attaquer étaient détruites par l'aviation et les communications entre les divisions étaient constamment perturbées. Rundstedt annonça à ses officiers que la bataille était perdue, mais il donna néanmoins l'ordre de tenir chaque position jusqu'au bout. Pour les soldats au sol, la journée semblait interminable. Nombre d'entre eux passaient des heures dans des bunkers, sous des tirs incessants, l'air rempli de fumée et de poussière. Les survivants racontaient qu'ils ne pouvaient lever la tête sans risquer d'être touchés par des obus ou des mitrailleuses. Le bruit était assourdissant et le sentiment d'isolement total était palpable, les radios étant détruites et les lignes téléphoniques coupées. À la tombée de la nuit, les Alliés avaient réussi à sécuriser plusieurs têtes de ponts interconnectées. Malgré de lourdes pertes, leur supériorité numérique et matérielle était évidente. Les Allemands continuaient de combattre dans des zones isolées, mais leur capacité de réaction globale était anéantie. Rommel, évaluant la situation, comprit que les heures, les pertes de la matinée avaient été décisives. Rundstedt partageait cette appréciation tout en continuant à donner publiquement des ordres de résistance. Hitler, pour sa part, insistait sur le fait que ce qui s'était passé pouvait encore n'être qu'une tromperie, prolongeant ainsi l'absence de stratégie claire. Le premier jour de l'invasion s'acheva sur une défaite totale des Allemands. Le mur de l'Atlantique s'était révélé plus fragile que ne le prétendait la propagande, et la confusion au sein du haut commandement avait empêché une riposte efficace. Pour les soldats survivants sur les plages, le 6 juin resterait dans les mémoires comme le jour où la guerre bascula à l'ouest. Le Jardin du Diable, Omaha et le choc sanglant. La plage d'Omaha s'étendait sur plusieurs kilomètres, bordée de falaises à chaque extrémité et offrant un terrain favorable aux défenseurs. Dès janvier 1944, Rommel avait identifié ce secteur comme l'un des plus vulnérables et avait ordonné son renforcement par des obstacles, des mines et des nids de résistance. Selon lui, la combinaison de sable plat, d'étroits chemins d'accès et de collines dominantes en faisait un point de débarquement idéal. La défense principale était assurée par la 352e division d'infanterie, appuyée par des éléments de la 716. Arrivée en mars pour relever d'autres unités moins expérimentées, la 352e était composée de jeunes recrues et de vétérans en convalescence, dont beaucoup manquaient de formation. Malgré cela, leur mission était de défendre l'un des secteurs les plus critiques du mur de l'Atlantique. Les positions allemandes comprenaient des bunkers en béton équipés de canons de 75 mm, des bunkers équipés de mitrailleuses MG-42 et de petites structures appelées Tobruk, d'où un seul homme pouvait tirer avec une visibilité limitée mais une bonne protection. Des obstacles avaient également été placés dans le sable. Des pieux en bois truffés de mines, des croix en acier et des blocs de béton destinés à détruire les péniches de débarquement. Chaque sortie de la plage vers l'intérieur était couverte par des canons anti-chars et des nids de mitrailleuses positionnés en hauteur. Le 6 juin, dès les premières heures du matin, les défenseurs observèrent l'horizon se couvrir de navires. Les artilleurs ouvrirent le feu sur la flotte, mais la riposte alliée fut immédiate par des bombardements navals qui ébranlèrent les positions. Les bunkers tremblèrent à chaque impact et les lignes téléphoniques furent coupées les unes après les autres. Malgré cela, plusieurs batteries réussirent à maintenir leur feu et touchèrent plusieurs bateaux lors des premières tentatives de débarquement. Les soldats dans les bunkers décrivèrent la scène comme un enfer de bruit et de fumée. Le rugissement des tirs navals se mêlait aux rafales de mitrailleuses et aux explosions de bombes larguées. Le sol était rempli de cratères et l'air de poussière, entravant les communications et la visibilité. Les défenseurs tiraient sans relâche, conscients que chaque minute gagnée pouvait retarder l'avancée alliée.
Dans le secteur central d'Omaha, les points de résistance connus sous le nom de WN-62, le WN-71, jouaient un rôle crucial. De là, les mitrailleuses allemandes disposaient d'un champ de tir qui couvrait une grande partie de la plage. Les soldats tiraient des rafales continues sur les lignes américaines qui tentaient d'avancer depuis les bateaux vers le sable. La vue de milliers d'hommes courant sous un feu nourri fut décrite par les Allemands comme bouleversante, même s'ils n'eurent d'autre choix que de poursuivre le tir jusqu'à épuisement des munitions. Dans certains bunkers, les défenseurs furent ensevelis sous les bombardements, et seuls les survivants purent continuer à tirer depuis leur position à moitié détruite. Le manque de communication empêcha toute coordination avec les autres points de résistance, de sorte que chaque groupe combattit isolément, ne répondant qu'à ce qui se présentait devant lui. Les artilleurs tentèrent de maintenir leurs canons opérationnels, mais de nombreux canons furent neutralisés par les tirs directs de la flotte. Le terrain derrière la plage était couvert de barbelés, de fossés anti-chars et de champs de mines, ce qui signifiait que même si les Alliés parvenaient à atteindre le pied des falaises, ils se heurteraient à davantage d'obstacles. Cependant, la grande supériorité numérique et technique des attaquants leur permit de gagner progressivement du terrain. Les défenseurs allemands tiraient depuis d'étroites fenêtres ou des embrasures camouflées, tentant de maintenir la pression sur l'infanterie ennemie, cherchant à se mettre à couvert derrière les irrégularités du terrain. Les témoignages ultérieurs de soldats allemands présents à Omaha s'accordaient à dire que le bruit était insupportable et que l'air était épais de fumée, rendant la respiration et la vision difficiles. Certains ont décrit les rafales de mitrailleuses comme interminables, tandis que d'autres se sont souvenus d'avoir manqué de munitions en plein combat et d'avoir dû improviser avec les moyens du bord. Le maréchal Rommel n'était pas présent en Normandie ce jour-là, mais son insistance à fortifier les plages avec des obstacles et des mines avait laissé des traces évidentes. Les Américains découvrirent un terrain jonché de défenses qui leur coûtèrent d'énormes pertes. La combinaison de l'artillerie de haute altitude, des mitrailleuses dans les bunkers et des fosses de sable fit d'Omaha le secteur le plus sanglant de toute l'invasion. En milieu de matinée, les positions allemandes continuèrent de tirer contre les vagues d'assaut. Les défenseurs virent des groupes d'Américains coincés dans le sable, incapables d'avancer ou de reculer. Les canons allemands détruisirent bateaux et véhicules, mais la pression persista. D'heure en heure, davantage de navires, d'hommes et de matériel arrivaient pour rejoindre l'attaque. Les défenseurs commencèrent à ressentir un épuisement physique et psychologique, bien qu'ils continuèrent à obéir aux ordres de résistance. Les pertes furent lourdes des deux côtés. Les Américains subirent des milliers de pertes dès les premières heures, tandis que les défenseurs allemands étaient réduits à de petits groupes isolés, souvent sans renfort ni munitions. Pourtant, l'ordre était clair: tenir jusqu'au dernier round. La journée d'Omaha a révélé la réalité brutale du mur de l'Atlantique. Ce que la propagande présentait comme un système invincible était en réalité un ensemble de positions fortifiées capables de causer d'énormes dégâts, mais dépourvues de la capacité d'arrêter complètement une force d'une telle ampleur. Pour les soldats allemands piégés dans ces bunkers, le 6 juin fut une journée de résistance acharnée, la mer et le ciel couverts d'ennemis, et la certitude d'affronter une attaque impossible à contenir seule. Au cours de la matinée du 6 juin, le secteur d'Omaha devint l'une des zones les plus sanglantes de toute l'invasion. Les défenseurs allemands, principalement de la 352e division, continuèrent de tirer depuis leurs bunkers, leurs tranchées et leurs maisons fortifiées, malgré les tirs constants de l'artillerie navale et aérienne. Les canons des navires alliés pilonnèrent les positions sur les falaises et les sorties de plage, soulevant des colonnes de fumée qui couvraient l'horizon. Les soldats allemands piégés dans les bastions ont décrit comment le sol tremblait constamment, comme si chaque impact pouvait ensevelir leurs abris. Certains bunkers furent détruits par des explosions directes, forçant les survivants à en sortir et à tirer depuis des positions improvisées. D'autres tinrent partiellement, mais les dégâts rendirent difficile le maintien des armes opérationnelles. Dans de nombreux cas, les mitrailleurs changèrent de position à plusieurs reprises, couvrant différents angles jusqu'à épuisement des munitions. Les tirs croisés continuèrent d'infliger d'énormes pertes aux troupes américaines qui tentaient d'avancer du rivage vers les falaises. Cependant, la pression numérique était écrasante. De plus en plus de bateaux arrivaient sur la plage, débarquant hommes, véhicules et artillerie légère.
Les défenseurs observèrent, malgré les pertes, les groupes ennemis trouver un abri naturel dans les cratères ouverts par les bombardements et s'organiser pour poursuivre leur progression. Des positions clés, comme le point de résistance WN62, restèrent actives pendant des heures, tirant sur le moindre mouvement dans le sable. Là, les défenseurs allemands se souvinrent que les Américains avançaient lentement, rampant sous le feu, s'arrêtant derrière des débris de bois ou des obstacles détruits. Les combats étaient constants et épuisants, avec des tirs de mitrailleuses, de grenades à main et de canons anti-chars. À midi, la situation commençait à se détériorer. Les Alliés avaient réussi à pénétrer dans plusieurs secteurs et commençaient à escalader les falaises. Les défenseurs tentèrent de les arrêter par des rafales de mitrailleuses depuis des meurtrières, mais la pression était trop forte. L'arrivée des sapeurs alliés munis d'explosifs permit de percer les barbelés et de détruire les fortifications. Les Allemands à l'intérieur des bunkers se souvinrent plus tard que la fumée et la poussière étaient si épaisses qu'ils pouvaient à peine voir à quelques mètres devant eux. La pression physique et psychologique sur les défenseurs s'accentuait. Le manque d'eau, de nourriture et de munitions rendait la tâche plus difficile à chaque instant. De nombreux soldats avaient passé la nuit précédente en alerte et, à ce moment de la journée, tenaient à peine debout. Malgré cela, les ordres étaient clairs. Tenir jusqu'au bout. Certaines unités allemandes tentèrent de contre-attaquer en petits groupes. Elles se lancèrent depuis des positions intérieures vers la plage, tentant de repousser les Alliés vers la mer. Cependant, l'artillerie et l'aviation navale rendèrent cela impossible. Tout mouvement en rase campagne était puni par une pluie d'obus. Les contre-attaques étaient repoussées avant même d'atteindre la ligne ennemie. Des témoignages recueillis des années plus tard témoignent de la stupéfaction des soldats allemands face à l'ampleur du déploiement allié. Nombre d'entre eux affirmaient n'avoir jamais imaginé que la flotte serait aussi importante, ni que les débarquements seraient menés avec une telle coordination. Les canons tirèrent sans relâche depuis la mer, les avions bombardaient par vagues, et les bateaux continuaient d'arriver sans interruption. Les défenseurs avaient l'impression d'être confrontés à un ennemi inépuisable. Du mur à la retraite, effondrement et retraite vers le Reich. Après le 6 juin 1944, les forces allemandes en Normandie se trouvèrent confrontées à une situation inimaginable. Les plages étaient perdues et les Alliés progressaient vers l'intérieur des terres, transportant sans cesse hommes, véhicules et munitions. Les défenseurs ayant survécu à la première journée battirent en retraite, désorganisés, tandis que les divisions blindées tentaient d'avancer. Cependant, la domination aérienne ennemie rendait chaque mouvement risqué. Les chasseurs bombardiers alliés sillonnèrent le ciel 24 heures sur 24, attaquant routes, colonnes de chars et ponts. Chaque tentative de déplacement de renforts se soldait par des embuscades aériennes qui détruisèrent les convois. Les officiers allemands décrivaient l'impossibilité de déplacer des unités de jour, car tout véhicule repéré était détruit en quelques minutes. Seule la nuit permettait de progresser, et même alors avec une extrême prudence, en empruntant les routes secondaires et en se cachant dans les forêts ou les villages. Le maréchal Rommel, de retour d'Allemagne après l'invasion, visita les zones sinistrées et constata l'ampleur du désastre. Il rapporta que la puissance aérienne alliée était si dominante que même l'artillerie lourde ne pouvait être déployée sans être détruite. Ces recommandations insistaient sur l'inutilité de tenir des positions en rase campagne et sur le fait que la seule option viable était de se maintenir dans des points fortifiés ou de se replier pour se regrouper. Rundstedt partageait cette opinion et demanda à plusieurs reprises à Hitler l'autorisation de se replier et de former une nouvelle ligne de défense plus à l'intérieur des terres. Mais ces demandes furent toujours refusées. Les ordres de Berlin étaient inflexibles. Chaque mètre devait être défendu sans céder de terrain. Hitler proclama villes et villages forteresses, obligeant leurs garnisons à résister jusqu'au dernier homme. Cette politique immobilisa des dizaines de milliers de soldats dans des positions isolées, qui furent tôt ou tard encerclées et détruites. La logique consistant à sacrifier des unités entières pour gagner du temps fut rejetée par les commandants sur le terrain, mais personne n'osa contredire directement le Führer. Pendant ce temps, les Alliés continuaient de débarquer des renforts en nombre que les Allemands ne pouvaient égaler. En quelques jours, les Britanniques, les Canadiens et les Américains s'étaient emparés de têtes de pont avec des milliers de véhicules, de chars et de canons. Du point de vue allemand, le mur de l'Atlantique avait failli à sa fonction première.
et une bataille d'usure semblait désormais impossible à gagner. Les rapports de la Wehrmacht indiquaient que les divisions en Normandie subissaient des pertes constantes. L'artillerie était détruite par les bombardements, les chars étaient anéantis le long des routes et les unités d'infanterie étaient réduites de jour en jour. Le moral des soldats s'effondrait face à l'incapacité évidente de contrer la puissance de feu ennemi. Malgré cela, les officiers maintenaient la discipline et donnaient l'ordre de résister. Dans l'arrière-pays normand, des villes comme Caen furent transformées en champs de bataille. Les Allemands fortifièrent les rues, dissimulant des canons anti-chars parmi les ruines et des nids de mitrailleuses à chaque coin de rue. Cependant, l'artillerie et l'aviation alliée réduisirent le nombre d'attaques. Des quartiers entiers furent réduits en ruines, forçant les défenseurs à se battre au milieu des bâtiments détruits. Le bruit des bombardements était constant et les survivants ont raconté avoir passé des heures sous les tirs, sans pouvoir lever la tête. Rommel avertit que poursuivre la résistance en Normandie ne signifierait que perdre hommes et matériel, sans aucun espoir de succès. Il proposa de se replier vers la Seine et d'y réorganiser la défense. Mais Hitler rejeta cette suggestion et réitéra son ordre de tenir bon. Pour le Führer, chaque jour de résistance retardait l'offensive alliée et permettait la réorganisation d'autres fronts, même si cette stratégie coûtait des milliers de vies. Les divisions allemandes tentèrent d'improviser des contre-attaques locales. Dans certains secteurs, elles réussirent à stopper temporairement l'avancée ennemie, mais la supériorité aérienne et numérique des Alliés bloqua toute progression. Chaque fois que les chars allemands se massaient, ils étaient repérés depuis les airs et détruits avec précision. Les soldats rapportèrent qu'il était inutile de manœuvrer de jour, car il ne fallait que quelques minutes aux chasseurs bombardiers pour apparaître et tout dévaster. La chaîne de commandement souffrait également de tensions internes. Rommel insistait pour s'adapter à la réalité du champ de bataille, tandis que Rundstedt prenait un repli stratégique. Hitler, quant à lui, restait convaincu qu'une résistance acharnée épuiserait l'ennemi. Cette divergence engendra un climat de frustration parmi les officiers qui voyaient leurs forces gaspillées dans un combat inégal. Sur le terrain, la situation des soldats devint de plus en plus difficile. Les pénuries de ravitaillement étaient flagrantes, avec des rations réduites et des munitions limitées. Les blessés submergeaient les postes de premiers secours où les médecins travaillaient sans relâche sous le feu ennemi. Des récits ultérieurs décrivent des scènes d'hôpitaux de fortune aménagés dans des sous-sols et des granges, avec des rangées de civières et le bruit constant des explosions à l'extérieur. Malgré tout, les défenseurs allemands tinrent bon dans chaque village et sur chaque route. Les combats furent acharnés avec des embuscades, des fusillades dans les rues étroites et des attaques nocturnes. L'infanterie utilisa chaque haie et chaque mur comme couverture, tentant de stopper l'avancée alliée petit à petit. Cependant, la différence de moyens était telle que la chute de chaque position semblait inévitable. Les Alliés, conscients de cet avantage, avancèrent systématiquement, soutenus par des bombardements massifs qui dévastèrent les lignes allemandes. Des colonnes de fumée étaient visibles à des kilomètres à la ronde, et le nombre de prisonniers allemands augmentait de jour en jour. Les troupes du Reich avaient le sentiment d'être repoussées désespérément plus profondément en France, sans réelle possibilité de reprendre l'initiative. Fin juin, les rapports du haut commandement allemand reconnaissaient que la situation en Normandie était intenable. Les divisions étaient épuisées, les chars détruits et l'aviation allemande réduite à des opérations marginales. Rundstedt demanda à nouveau l'autorisation de se retirer et de réorganiser une ligne plus solide, mais Hitler répondit avec colère, insistant sur le fait que chaque position devait tenir jusqu'au bout. Cette rigidité détermina le sort des forces à l'ouest. En juillet 1944, la situation allemande en Normandie était intenable. Les divisions étaient épuisées et la puissance aérienne alliée empêchait toute manœuvre durant la journée. Toute tentative de déplacement de chars ou de ravitaillement se soldait par des raids aériens qui détruisaient des convois entiers. Les commandants allemands signalaient des pertes constantes et une incapacité totale à stopper l'avancée ennemie. Rommel insista de nouveau sur la nécessité de se replier vers la Seine, mais au milieu du mois, son véhicule fut sévèrement attaqué par l'aviation près de Livaro, le blessant grièvement. Son absence laissa le groupe d'armée B sans son commandant le plus respecté au front. Rundstedt, de plus en plus frustré, fut également démis de ses fonctions peu après, remplacé par Klug, qui hérita d'une situation désespérée. Pendant ce temps,
Les Alliés lancèrent une série d'offensives qui finirent par percer les lignes allemandes. L'opération Cobra, lancée fin juillet, ouvrit une brèche à l'ouest de Saint-Lô. Les unités allemandes qui tentèrent de résister furent submergées par l'artillerie et les tirs aériens. L'infanterie restante se dispersa en petits groupes, incapables d'arrêter l'avancée. La conséquence fut l'encerclement de Falaise en août. Des dizaines de milliers de soldats allemands se retrouvèrent pris au piège dans une poche qui se refermait rapidement. Le chaos était total. Des colonnes de véhicules bloquaient les routes. L'artillerie alliée bombardait sans relâche et l'aviation attaquait sans relâche. Les récits allemands faisaient état de scènes de destruction totale, avec des chars en feu, des chevaux morts sur les routes et des soldats tentant de s'échapper à pied sous les tirs. Le haut commandement de Berlin ordonna de résister à l'encerclement, mais de nombreux officiers comprirent que c'était impossible. Des milliers d'hommes périrent ou furent faits prisonniers, et les divisions qui réussirent à s'échapper le firent sans armes ni cohésion, réduites à l'état de fragments. La défaite de Falaise signifia l'anéantissement du groupe d'armée B en tant que force efficace. Fin août, les derniers éléments de l'armée allemande en France entamèrent une retraite précipitée vers la Seine. Les unités avançaient de nuit, poursuivies par l'aviation et harcelées par la résistance locale. Des villes comme Paris échappèrent au contrôle allemand en quelques jours. Le rêve de tenir une ligne à l'ouest était irréaliste. La retraite ne s'arrêta qu'à la frontière du Reich. L'invasion alliée avait atteint ce que Rommel et Rundstedt avaient prédit dès le début. Une fois leur tête de pont établie, plus rien ne pouvait arrêter leur progression. Pour les soldats allemands survivants, cette retraite fut l'amère constatation que le mur de l'Atlantique n'avait jamais été infranchissable, mais une illusion qui s'était effondrée en quelques semaines sous la pression d'un ennemi supérieur en tout point.